Bonjour à tous, merci d'être connectés sur ce mardi d'Esti. Donc, moi, je suis Amandine, je travaille au service commercial de chez Worldia. Je suis accompagnée aujourd'hui de Cassandre, qui est donc la chef de produit sur l'Europe. Et aujourd'hui, on va vous emmener sur la destination Grèce, une destination qui est toujours très populaire auprès des clients. Donc, je vais laisser la parole à Cassandre, qui va pouvoir partager son écran et vous faire la présentation de cette destination. Donc, je laisse la parole à Cassandre. Donc, je suis Cassandre, chef de production sur l'Europe. Aujourd'hui, on va parler de la Grèce. Donc, rapidement, on aura une petite présentation de la Grèce, à qui ça s'adresse, quand partir. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de la Grèce chez Worldia, au niveau des îles, au niveau des régions, tout ce qu'on peut vous proposer. Et puis, je m'arrêterai un petit peu plus longuement sur les nouveautés, c'est-à-dire les itinéraires et les produits Worldia que l'on a pu développer avec les régions que l'on a ouvertes. Et je terminerai la présentation par quelques petits conseils. Alors, la Grèce, de manière générale, c'est vraiment une destination où on a beaucoup de choses à voir. On a surtout une destination qui est très historique. On peut voir énormément de sites archéologiques qui sont mythiques et très importants pour la Grèce. On a donc une histoire qui est fascinante, beaucoup de plages aussi. La Grèce, il y a évidemment le continent, mais il y a aussi toutes les îles que l'on va pouvoir voir ensemble, qui font une destination estivale idéale. On a des îles pittoresques, des ruelles très jolies. La Grèce, c'est vraiment une destination qui plaît de plus en plus et qui a en fait de multiples facettes. On a donc beaucoup de régions à parcourir ensemble. Alors, au niveau des formalités et de la vie pratique, c'est très simple de se rendre en Grèce. On a simplement besoin d'un passeport ou une carte d'identité valide durant le séjour. Il n'y a pas de vaccin ou de visa à faire en particulier. Et après, pour quelques petits conseils pratiques, on a seulement 1 heure de décalage horaire, donc 1 heure de plus là-bas en Grèce, ce qui n'est pas grand-chose. Et vous avez ici le préfixe téléphonique si besoin, le +30. Et pour la durée des vols directs depuis la France, depuis Paris en règle générale, on est à 3 heures de Athènes et 2h30 jusqu'à Thessalonique. Donc c'est une destination qui est très accessible et rapide en avion. Alors la Grèce, pour qui? Eh bien évidemment, j'ai envie de vous dire pour tout le monde. Pour d'abord les amoureux d'histoire, de nature et de gastronomie, on mange très bien en Grèce. Mais aussi pour les familles qui ont envie de découvrir une destination, de profiter à la fois des plages mais des sites archéologiques antiques. Pour les groupes d'amis aussi, pourquoi pas, et les couples en lune de miel, si on pense notamment aux îles telles que Santorin, ça peut être tout à fait la destination adaptée. Quand partir, en soi, on peut partir toute l'année en Grèce, ça pose pas de problème. Et même d'ailleurs, je vous conseillerais plutôt de partir en hors saison, d'essayer d'éviter un petit peu Pâques, le week-end de mai ou juillet et août, où effectivement il fait très très beau, mais c'est aussi très prisé, donc il y a beaucoup de monde. Donc ne pas hésiter à partir aussi à l'intersaison entre avril, septembre ou octobre par exemple. C'est vraiment des mois où c'est très agréable, les températures sont douces et où on peut profiter avec un tout petit peu moins de personnes qui visitent les sites en même temps que nous. Alors la Grèce, de manière générale, nous on a 8 régions. Donc on a Athènes, on a Delphes et sa région, le Péloponnèse bien sûr, la Thessalie, et puis nouvellement l'Épire, Thrace, Macédoine et la Chalcidique. Et on a aussi des îles, donc la Crète bien évidemment, les Cyclades, les îles Ioniennes, le Dodécanèse, certaines îles égéennes comme Chios et Samos qui sont également nouvelles chez Worldia, les îles des Sporades aussi nouveaux et quelques îles dans le golfe Saronique. Donc voilà pour vous donner une petite idée de ce qu'aujourd'hui on peut couvrir sur la Grèce. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la Grèce continentale, de vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a, nous, chez Worldia déjà, et des petites nouveautés qu'on a pu ajouter. Alors tout d'abord, on a Athènes et sa région. Donc Athènes, c'est vraiment la capitale, c'est l'incontournable. Pour un premier séjour, c'est souvent là où on se rend. En city break, c'est parfait, mais aussi en combiné avec les îles ou alors en combiné, pourquoi pas avec le Péloponnèse. C'est une destination, une ville très grande, vibrante, où l'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. On peut y rester facilement 4 jours. On a bien sûr les sites incontournables avec l'acropole, et tous les petits quartiers qu'on peut trouver. C'est toujours agréable de s'y promener. Il y a beaucoup de street art. Le quartier de Plaka, c'est l'incontournable, très très animé, mais
aussi touristiques. Et puis, je peux vous conseiller aussi d'aller un petit peu aux alentours quand les clients ont peut-être déjà séjourné à Athènes. On peut aller jusqu'à Vouliagmeni ou le Cap Sounion, Loutraki aussi. Et puis, on a aussi ouvert l'île des Gines, qui se fait très bien la journée, où vous pouvez prendre un ferry et aller visiter l'île. Ça vous évite en fait d'aller jusqu'aux Cyclades, qui peuvent parfois être un petit peu longs en termes de traversée, et de simplement partir à la journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu rajouter en production qui nous avait été demandé. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi proposer l'île des Gines. On va voir ensuite la région de Delphes. Donc Delphes, c'est l'un des sites archéologiques les plus importants et aussi les plus populaires en Grèce, évidemment. C'est là où on verra les principaux sites. C'est vraiment une destination, enfin une ville incontournable et une région incontournable. Le Montparnasse, on n'y pense pas toujours, mais c'est aussi idéal pour le ski en hiver. Et donc, évidemment, au niveau des incontournables, on va retrouver le sanctuaire d'Apollon, le temple et théâtre d'Apollon aussi, qui sont très importants, et les différents musées. Au niveau du Péloponnèse, donc c'est une région qu'on couvre assez bien. Ça se situe en fait entre mer et montagne, donc on a des paysages vraiment en tout genre. On a effectivement beaucoup de lieux qui sont des sites archéologiques comme Olympie, qui était l'endroit où on accueille les Jeux olympiques à l'époque. Et puis, on a aussi, par exemple, Nopli, qui est très populaire. C'est vraiment une ville avec beaucoup d'influences italiennes et vénitiennes. Voilà, donc là, c'est vraiment une région qui plaît de plus en plus, qui est un peu incontournable et où on a une très bonne couverture d'offres. On propose 6 nouveaux hôtels et 3 nouvelles activités aussi sur ces régions-là, donc ne pas hésiter à aller regarder un peu plus. Alors, la Thessalie, jusqu'à maintenant, on avait Kalambaka, donc c'est vraiment la porte d'entrée pour les météores. C'est une ville très moderne avec beaucoup de musées et un marché aussi le vendredi qui est très animé. C'est une ville incontournable pour voir les météores, c'est vraiment là où on va. Et récemment, on a également ouvert la ville de Volos. Alors, Volos, c'est vraiment une porte d'entrée pour aller visiter les îles des Sporades qui sont en face, qui sont Skiathos et Skopelos. Connu de par le film Mamma Mia surtout. Donc on a ouvert 10 hôtels là-bas. Ça permet d'avoir un petit pied à terre pour pouvoir aller visiter cette région ici, soit de partir à la journée sur les îles ou alors de prolonger le séjour, on verra à Skiathos ou Skopelos. On a 2 activités que l'on propose là-bas, donc une journée en voilier dans le Golfe pour aller visiter un petit peu les îles et avoir une vision depuis la mer. Et on a une activité de cuisine en fait avec un local dans une ferme grecque donc aux alentours. Donc ça c'est une ville qui peut être très intéressante pour justement aller visiter les Sporades et puis faire le lien avec Thessalonique dont on parlera un petit peu plus tard. Alors au niveau des archipels que l'on a aujourd'hui chez Worldia, on va avoir surtout la Crète, donc l'aéroport, le point d'entrée ça va être Héraclion. Une ville où on n'a pas forcément besoin de s'éterniser, mais par contre, on a une très bonne couverture de l'offre sur les autres parties, aussi bien à l'est qu'à l'ouest de la Crète. On a beaucoup de villes, on a essayé d'en développer plus, de couvrir un petit peu aussi l'ouest de la Crète, qui était un petit peu pauvre en hébergement, donc on a pu rajouter Georgioupoli et Plakas notamment, et puis à l'est, Agios Nikolaos. Donc, on a ouvert ces trois nouvelles villes, on a rajouté 25 hôtels et plus de 40 activités. Aujourd'hui, ce qui nous manquait sur la Crète, c'était des activités. Donc là, on a essayé de couvrir un peu plus l'offre, de vous proposer plus d'activités balnéaires et de sport nautique aussi. Ça se fait beaucoup. Et on a essayé aussi de privilégier des activités à la journée, c'est-à-dire on a remarqué que parfois les clients allaient simplement, par exemple, à Erzonisos ou à la Canée. Et donc, on a proposé des activités uniquement aussi au départ de ces villes-là pour leur permettre de rayonner sur la crête quand ils n'ont pas envie d'avoir de location de voiture, même si ça reste l'idéal pour visiter la région. Au niveau vraiment des endroits à ne pas manquer, donc la Canée évidemment, la Forteza sur la plage de Prevedi vers Rétinon,
le lac de Voulismeni, l'île de Spinalonga. Tout ça, c'est vraiment des endroits que l'on peut retrouver vers la Jus Nikolaos. C'est très joli à voir. Et les fameuses gorges de Samaria, c'est vraiment l'incontournable lorsque l'on va en Crète. Concernant les Cyclades, donc là, c'est vraiment la destination qui est la plus privilégiée après Athènes et le Péloponnèse, ça va vraiment être les Cyclades. Donc on les connaît tous, c'est vraiment la carte postale de la Grèce. C'est des îles qui font rêver, des plages de sable blanc, des eaux transparentes, translucides. On a vraiment beaucoup d'îles différentes. Aujourd'hui, on les couvre quasiment toutes. On couvre les principales d'entre elles, celles pour lesquelles on a des traversées régulières. Donc, vous allez pouvoir retrouver les incontournables. Donc, Santorin, Naxos et Paros, c'est vraiment celles que l'on choisit en général pour un premier voyage en Grèce, mais souvent très touristique. Donc, vous pouvez proposer aussi d'autres îles. On a les îles un peu plus festives. En tout cas, c'est l'étiquette qu'on peut leur donner parfois. Mykonos, très connu, même si dans l'arrière-pays, il y a aussi des paysages qui sont très sauvages. Et on a sa petite sœur, l'île de Ios, qui est aussi une île festive, mais un petit peu moins connue, peut-être un petit peu moins fréquentée. On a les îles vraiment un peu plus sauvages, comme Andros, Folegandros, Amorgos et Milos. C'est vraiment des îles, pour le coup, très belles, avec beaucoup de paysages, beaucoup de randonnées, des points de vue très impressionnants. Et puis, on a les îles que l'on va appeler peut-être plus authentiques quelque part. C'est peut-être les moins connus qui sont Sifnos, Syros et Tinos. Donc, vraiment à conseiller pour les clients qui ont déjà fait peut-être Santorin, Naxos ou Paros ou qui ont envie d'être un petit peu plus reculés sur les îles et avoir un paysage un peu plus authentique et peut-être avec un peu moins de touristes aussi. On a les îles Ioniennes chez Worldlia. Alors, on a Corfou, on a Céphalonie, on a Zante et Leucade. Je pense que Zante, c'est celle qui est la plus fréquentée avec Corfou. On a vraiment des paysages montagneux, très sauvages, vraiment au nord et à l'ouest de l'île. Et par contre, pour le côté balnéaire, il va plutôt falloir privilégier le sud, les côtes sud. Pour Corfou, je peux vous conseiller de faire de la randonnée. C'est vraiment connu pour. On a vraiment 200 km de sentiers dédiés aux activités de randonnée. C'est aussi très connu pour la production d'huile d'olive et on ne manquera pas non plus les belles plages que l'on peut y retrouver, mais comme je disais, peut-être un petit peu touristiques. Céphalonie, c'est la plus grande île des îles Ioniennes. On peut y accéder alors soit en avion en fait depuis Athènes, ou alors on peut aussi prendre une traversée jusqu'à Igoumenitsa que l'on a aussi en plateforme, et après on peut rejoindre la Macédoine par le continent pour prolonger le voyage. Et on a aussi Leucade, qui est l'île, je pense, la plus sauvage et préservée de cette région-là. C'est vraiment très joli. On a beaucoup de falaises blanches, de très belles plages. On a aussi beaucoup de villages. C'est peut-être la plus authentique des quatre. Et donc, sur cette région, on a ajouté, pareil, de nouvelles activités parce que nous n'en avions pas jusqu'à maintenant. Et on a ajouté plus d'hôtels, donc 13 au total. Ce sont des régions où il y a peu aussi d'hébergement parfois. Donc, voilà, pour essayer de couvrir un peu plus la demande, on a essayé d'en rajouter sur ces régions-là. Ensuite, on va avoir le Dodécanèse. Alors, le Dodécanèse, on est plus près enfin, on est de l'autre côté en fait, par rapport aux îles Ioniennes. On va en avoir 4. On va avoir Rhodes, qui est uniquement accessible par avion. On va pouvoir visiter la vieille ville avec toutes ces jolies rues. Ça a vraiment une influence byzantine. Et alors après, on peut faire évidemment aussi du balnéaire. On peut aller du côté de Lindos, où on trouvera de très belles plages et puis des maisons blanches typiques, comme vous pouvez le voir sur les photos en dessous. On va avoir Kos, qui est donc juste en face de la Turquie. On va avoir beaucoup de pistes cyclables. Donc ça peut être intéressant pour les clients qui aiment bien se balader à vélo. On a beaucoup d'activités nautiques, évidemment, et des plages, pareil, de rêve. C'était l'île natale d'Hippocrate, pour information.
Ensuite, on va avoir Simi. Donc, Simi, c'est accessible à 1 heure de Rhodes. Donc, c'est vraiment très près. On peut facilement faire un combiné. On va avoir beaucoup d'influences italiennes. C'est assez intéressant, surtout en face de la Turquie, mais c'est lié à l'histoire. Et on a des maisons qui sont construites à flanc de montagne. C'est vraiment très, très, très joli. Pour le coup, c'est pas une île qui est très visitée, parce que aussi les prix sont assez élevés, mais ça vaut le coup, hein. C'est très beau, donc ne pas hésiter à le proposer aux clients qui veulent du balnéaire, mais peu touristique et un petit peu hors des sentiers battus. C'est une île idéale. On va avoir Carpathos. Alors Carpathos, j'ai noté en demande, hein, parce que les traversées sont un petit peu plus aléatoires. Donc lorsque vous l'avez dans le devis, ne pas hésiter à nous rappeler pour qu'on puisse vérifier toutes ces traversées si c'est bien possible au jour souhaité. C'est une île qui est un peu plus reculée, un peu plus secrète, des plages qui sont très très belles, presque préservées, on pourrait dire. L'eau est très jolie, enfin vraiment translucide. C'est vraiment une île très belle, ou pareil, c'est un petit peu comme Simi, c'est des îles où on ne pense pas toujours y aller parce que un peu plus compliqué d'accès parce qu'un peu moins de traversée, mais par contre très belle et ça change des Cyclades en fait et de la Crète. Au niveau des îles Égéennes, donc ça c'est nouveau chez Worldia, on a 2 îles que l'on a ouvertes, les principales en fait, les îles de Chios et Samos qui sont vraiment en face de la Turquie. On a ajouté 10 hôtels sur chacune des villes, enfin des îles. Donc, c'est bien sûr accessible par avion, mais aussi par bateau. Il y a un itinéraire qui a été construit justement directement sur ces îles-là. Ça peut permettre de désengorger un petit peu les Cyclades. Et puis, ça permet de voir des paysages qui sont complètement différents. Avec la Turquie en face de soi, c'est vraiment d'autres paysages. Chios est réputé pour le mastic. En fait, vous pourrez avoir des petits bonbons qui sont en fait liés à cette plante-là qui s'appelle le mastic, que vous pourrez voir et déguster là-bas. Il y a vraiment beaucoup de villages anciens et de très belles plages, évidemment. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que vers mars-avril, en fait, au début du printemps, il y a en fait énormément de tulipes rouges qui sont au sud de l'île. C'est très impressionnant et très inattendu. Donc, pourquoi pas y séjourner. On a Samos aussi, donc c'est un peu plus montagneux en termes de paysage. Donc, on y fait aussi beaucoup de randonnées et on peut profiter aussi des belles plages du sud de l'île. Donc ça, c'est pareil, un itinéraire a été monté en plateforme que vous pourrez retrouver pour vous permettre de voyager et d'emmener vos clients là-bas. On a les îles des Sporades. Donc, comme je vous disais, on a ouvert Volos en Thessalie pour vous permettre vous et à vos clients de pouvoir voyager à Skiathos et Skopelos. Ce sont en fait les îles que l'on connaît surtout de par le film Mamma Mia. C'est l'île de Skopelos qui est représentée. Donc on est vraiment sur des îles qui sont montagneuses en termes de relief, assez petites, et on a beaucoup d'hôtels et d'hébergements à flanc de montagne. C'est très beau. Donc, ne pas hésiter à aller les visiter. On a ajouté pas mal d'hôtels sur ces 2 îles. Skiathos, c'est un petit peu le Saint-Tropez grec, si on peut se permettre de comparer. Je vous ai mis les 2 hôtels coup de cœur que nous, on a en sélection sur ces deux îles, donc le Bourtier Hôtel à Skiathos et à Skopelos, le Prince Staphylos. Donc, c'est 2 hôtels 4 étoiles, plutôt bien situés et très beaux, avec une vue imprenable. Sur Skiathos, donc on a énormément de plages. Les clients ne sauront plus laquelle choisir, honnêtement. Et on dit aussi qu'il y a la plus belle plage de Grèce là-bas, Koukounariès. Et on a ajouté également 2 activités. Donc, pour les clients, par exemple, qui souhaitent juste rester sur une île, c'est tout à fait possible. Et ils peuvent avoir une activité à la journée. Par exemple, sur Skiathos, ils peuvent aller directement sur l'île de Skopelos via une activité. Donc ça leur permet de ne pas séjourner sur les 2 îles, parce que, pareil, le budget peut être assez élevé pour y séjourner.
Et puis ça suffit de voir à la journée l'une des 2 îles. C'est vraiment, on a ajouté des hôtels pour les clients qui souhaitaient vraiment y séjourner plus longuement, mais ces 2 îles peuvent se visiter à la journée soit depuis Volos, soit Skiathos depuis Skopelos ou inversement. Voilà. Et puis à Skopelos, on a un tour aussi un petit peu dédié au film Mamma Mia, si les clients veulent aller voir, et une randonnée sur l'île. Voilà, 2 activités aussi sur Skopelos. S'il y a des questions, ne pas hésiter à intervenir, je vois pas l'écran. Là, je voulais donc vous parler d'une autre région que là, on s'est chargé de développer. C'est la Grèce du Nord. C'est beaucoup moins connu, beaucoup plus sauvage quelque part, mais tout aussi intéressant et enrichissant. On peut y retrouver, tout comme dans le sud de la Grèce, de très beaux sites archéologiques, de très belles montagnes et puis aussi de très beaux endroits pour profiter des plages. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Donc, on a ouvert ces 3 régions principalement, donc l'Épire, la Macédoine et Thrace. Alors, chez Worldia, on a choisi de séparer la Macédoine de la Chalcidique, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, pour vous parler un petit peu plus de la Macédoine, on est vraiment sur une région très, très sauvage. La porte d'entrée, globalement, pour accéder à la Grèce du Nord, ça va être Thessalonique. Thessalonique, c'est la 2e plus grande ville du pays. On a énormément de rotation aérienne. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée pour aller visiter tout le nord de la Grèce. Et souvent, les vols sont un petit peu moins chers qu'à Athènes aussi. Donc, ça peut être aussi un argument pour aller visiter cette région-là. On a plusieurs villes que l'on a ouvertes. Alors, on va avoir Veria, notamment, qui est la première, la plus proche de Thessalonique, qui est en fait bâtie sur une grande colline. On peut voir un super point de vue. Et c'est aussi un point de départ intéressant pour aller visiter des sites archéologiques de Vergina et Pella. Et c'est vraiment très, très beau. On est vraiment au début des montagnes. Et ensuite, on peut continuer en fait le voyage vers Castoria notamment. Castoria, c'est, je pense, l'une des plus belles villes de cette région. C'est vraiment très joli, un petit village très très typique. On a aussi des églises qui ne ressemblent pas tellement à des églises en fait. Quand vous allez là-bas, vous verrez que le signe de croix en fait sur les maisons. Ça ressemble à des maisons. Et en fait, ce sont des anciennes églises, mais pour ne pas attirer les envahisseurs à cette époque-là, on n'avait pas d'église à proprement parler pour ne pas attirer les regards et éviter d'être pouillé, etc. Donc c'est vraiment toute une région, on va avoir beaucoup d'histoires, c'est vraiment un melting pot de nationalités, on est vraiment tout près en fait de l'Albanie, de la Bulgarie. Donc dans toute cette région-là, il y aura beaucoup d'influences de différents pays et ce qui en fait des villages très typiques, très authentiques parfois et avec beaucoup de montagnes dans cette région-là. On va avoir aussi Katerini et Litokoro. Donc Katerini et Litokoro, c'est vraiment 2 villes qui sont face à la mer. Donc ça, c'est l'idéal quand on a visité cette région-là de terminer par l'une de ces 2 villes. On n'est pas obligé de faire les 2. C'est plutôt à choisir. C'était plus pour vous donner plus de choix d'hébergement. Mais on va avoir de très jolies plages et c'est le point de départ pour aller visiter le mont Olympe, l'un des sites incontournables de la Grèce du Nord. Voilà, c'est vraiment deux endroits que l'on peut intégrer facilement à son séjour pour pouvoir profiter et des plages et du parc national du Mont Olympe et du Mont Olympe. Et ensuite, on va avoir Kavala, que vous voyez tout à droite. Donc là, cette ville-ci, c'est la porte d'entrée pour visiter la région de Thrace, dont je vous parlerai tout à l'heure. On l'appelle la Mecque du tabac, parce qu'il y a énormément d'influence et de production en fait, de tabac dans cette région-là, chose qu'on ne soupçonne pas toujours. C'est une région dont je vais vous parler un petit peu plus en détail tout à l'heure.
Et pour revenir à Thessalonique, donc comme je vous le disais, c'est une ville porte d'entrée de la Grèce du Nord. L'avantage de cette ville, c'est qu'on peut y rester plusieurs jours. On peut facilement rester 3-4 jours et en fait, avec une voiture, faire son propre itinéraire tout en restant à Thessalonique. Donc, c'est idéal aussi pour faire un petit cité break sans forcément partir 10 jours visiter la Macédoine, Thrace et Épire. On peut vraiment rester sur Thessalonique et on a des activités qui sont proposées à la journée. Donc, c'est vraiment l'idéal. Et comme je vous le disais, deuxième plus grande ville du pays, donc énormément de choses à faire. C'est une ville vraiment qui a été reconstruite à un moment donné, parce qu'elle a été complètement détruite à cause d'un incendie. Et donc, on a encore plein de sites historiques et archéologiques au cœur de la ville, mais on a tous ces immeubles et maisons, constructions qui ont été faites autour de ces sites archéologiques. Donc, c'est vraiment une ville entre modernité et histoire. Vraiment très sympa et très différente à visiter. On a ensuite l'Épire. Donc là, l'Épire, c'est la région qui se situe, qui est vraiment entre mer et montagne, qui se situe entre les îles Ioniennes, pour vous donner une idée, et Thessalonique. On va avoir une région qui va être très montagneuse. On va avoir de nombreux lacs. C'est une région très nature. Vraiment en autotour, c'est un régal pour les yeux. De très belles villes avec de très beaux points de vue. On va avoir Zagori ou la région des Zagori ou des Agoria. Vous verrez plusieurs dénominations. Là-bas, c'est vraiment un endroit magique où il y a énormément de montagnes, de gorges aussi, les gorges de Vikos notamment, qui sont les deuxièmes plus profondes du monde après le Grand Canyon. Ça, on n'y pense pas toujours. C'est quelque chose qui est bien gardé et sur lequel on ne communique pas toujours pour la Grèce, mais à tort parce que vraiment magnifique, complètement dépaysant. Et où on peut profiter forcément autour de ce lac de très belles randonnées et visites de ces lieux. On va avoir aussi Ioannina, aussi appelée Yanina, qui est un peu plus au sud des Agoria, qui est une grande ville commerçante. Là, c'est idéal d'ici journée parce que c'est là où on va avoir le plus d'hébergements, où on peut facilement rayonner en fait autour de toutes ces villes. On a évidemment toujours cette influence de l'Orient. On va avoir à la fois des minarets, des citadelles et des échoppes. Enfin, c'est vraiment très multiculturel comme ville, très joli. Et on a un lac qui est non loin en fait de Ioannina, qui est la petite île de Nissi qui est sur ce petit lac. C'est aussi très beau, on y fait de très belles balades. On va avoir aussi la ville de Monodandrie. Donc ça, c'est une ville qui est vraiment située au pied des Agorias. Donc pareil, si en fait vous avez du mal à trouver des hébergements sur les Agorias, on en a ajouté en plateforme, mais évidemment, ce sont des lieux très prisés parce que nichés souvent sur des falaises et donc avec peu de disponibilité. On peut aussi tout à fait dormir à Monodandrie, qui est aussi une très jolie ville qui offre de très belles vues sur les montagnes, sur les gorges et les rivières. Donc c'est un petit peu comme Ioannina, évidemment en moins commerçant et moins grand, mais une ville aussi où il y a beaucoup de choses et de points de vue à voir. On va voir Parga. Alors Parga, c'est vraiment une ville qui est au bord des îles Ioniennes. Vous voyez au-dessus, il y a Igoumenitsa, qui est la porte d'entrée, par exemple, pour rejoindre Corfou. On peut prendre la traversée jusqu'à Igoumenitsa. Et si on veut, en fait, on peut continuer par un séjour vers l'Épire. Donc en prenant sa voiture à Igoumenitsa, on peut descendre vers Parga. À ce moment-là, du coup, profiter un petit peu de la mer et puis de la culture, parce qu'il y a un très beau château à visiter. Il y a un monastère aussi très connu, le Bled Sharma, et le musée archéologique. Donc c'est une ville un peu entre plage et culture. On va avoir un tout petit peu plus bas Arta, ou aussi appelé Ambrassi. On va avoir beaucoup de sites culturels et historiques, et on a un très beau pont en pierre à voir dans cette région-là. Et c'est pas loin des montagnes de Tourmerga, donc là c'est pareil, c'est une région très montagneuse avec de belles montagnes à voir. Et en dernier, on va avoir aussi Metsovo, qui est aussi dans la région des Agoria, qui est vraiment pour le coup entouré de forêts, de rivières. Donc pareil, hein, c'est un lieu de randonnée, c'est idéal pour le ski, donc plutôt pour l'hiver. Et on a le parc national de Pindos, l'un des plus importants de la région,
que l'on peut bien entendu visiter. Donc ça, c'est vraiment une région qui se situe en fait entre mer et montagne. On va avoir beaucoup de lacs, beaucoup de randonnées, beaucoup de paysages assez importants, beaucoup de routes un peu escarpées. C'est une région que l'on fait en autotour. Hein. Très sincèrement, on ne va pas pouvoir faire de train, ça va être compliqué. C'est vraiment une région en autotour. C'est une région qui n'est pas encore très prisée comme tout le reste de la Grèce du Nord, donc pas énormément développée au niveau touristique. Mais par contre, on va retrouver des paysages fabuleux et du coup faciles d'accès, mais en voiture principalement. On va avoir la région de Thrace. Donc là, c'est la région qui est la plus à l'est en fait du nord de la Grèce. Donc comme je vous le disais, la porte d'entrée c'est Thessalonique et ensuite c'est Kavala, donc qui fait partie géographiquement de la Macédoine, mais c'est vraiment le point de départ surtout pour aller visiter Thrace. C'est la plus grande ville de cette région-là. Beaucoup de choses à faire, qui est aussi en bord de mer. Donc, on peut aussi profiter des plages dans cette ville très vibrante et dynamique. Et juste en face, on a l'île de Tassos. Alors, c'est pas très connu, mais c'est vraiment une île qui s'appelle l'île Émeraude, souvent. C'est accessible donc depuis Kavala, enfin juste à côté de Kavala. On va avoir des plages vraiment immaculées, des très belles plages, mais vraiment au milieu de paysages verts et montagneux. Il y a une ancienne carrière de marbre là-bas. C'est pas connu et vraiment c'est une ville sur laquelle on peut juste prendre le ferry, aller visiter un petit peu. Pour ceux qui ont le budget, on peut y rester, mais voilà, ça reste très onéreux, très peu d'hébergement aussi. Mais voilà, à la journée, ça peut être très sympa d'y passer. On va avoir non loin le site archéologique de Philippe ou Philippi. Donc là, vous allez avoir un théâtre et un forum. C'est des vestiges en fait de l'Empire. C'est très joli. Ça permet aussi de voir, voilà, de faire un peu de culturel, de rester sur Kavala, d'avoir à la fois l'accès pour le balnéaire vers l'île de Tassos, mais aussi on peut partir vers les terres, vers Philippe pour voir ces vestiges. Un peu plus au nord, on va voir Drama, qui est tout près du mont Flacro. Donc ça, c'est une station surtout pour l'hiver, pour vous donner une petite idée. On va pas avoir d'hébergement sur cette région-là. Par contre, ça peut être intéressant à visiter en autotour quand, par exemple, on repart de Xanthi. On va avoir Xanthi. Alors là, ça n'apparaît pas sur la carte, mais pour vous donner une idée, c'est le point orange le plus central de la carte qui est à droite de Kavala. Donc ça, c'est une ville qui est au pied des montagnes du Rhodope. C'est vraiment un petit village avec beaucoup de maisons multicolores, une vieille ville à visiter, notamment le quartier de Paliapoli. Et ce qui est très intéressant à aller voir là-bas, parce que dans toute cette région qui est très proche de la Bulgarie, on a beaucoup d'influence des pays juste à côté. On va avoir, non loin du mont Rhodope, un village Pomak. Et c'est en fait une ancienne civilisation bulgare, une des plus vieilles en Europe. Pour le coup, ça c'est quelque chose où on a mis une journée libre, on ne peut pas véritablement aller visiter et faire une activité là-bas. Mais par contre, pour les clients qui veulent aller voir le mont Rhodope et voir les villages qu'il y a au pied, on tombe vraiment dans un autre monde avec d'autres civilisations complètement différentes de ce qu'on attend de la Grèce. Donc c'est le village Pomak à ne pas manquer et aller voir au cours de la route. Et ensuite, en dernière ville assez importante, on va avoir Alexandroupoli, qui est tout à droite. Donc ça, c'est le plus grand port de Thrace. C'est une ville donc entre l'Europe et l'Asie. On peut y voir un phare, le delta Evros et la forêt d'Adia. C'est vraiment les sites incontournables. Et on peut aussi aller sur l'île qui est en face, qui est Samothrace ou Samothraki, qui est en fait une île encore plus préservée quelque part que l'île de Tassos, dont je vous parlais un petit peu avant. C'est vraiment une île très reculée. Pour le coup, encore plus cher pour y séjourner que Tassos, mais par contre, voilà, avec des paysages toujours très verts, très montagneux, des eaux. En fait, c'est vraiment des endroits qui, contrairement aux Cyclades, sont beaucoup moins fréquentés et donc beaucoup plus préservées ou où on a l'impression qu'elles sont plus authentiques, peut-être.
Donc voilà, une très jolie région aussi à visiter, la région de Thrace. Donc notre itinéraire un petit peu coup de cœur, on en a plusieurs, je vous les présenterai juste après, mais celui que nous, on va préférer, c'est les randonnées au cœur de la Grèce du Nord. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une région, aussi bien l'Épire que la Macédoine et que Thrace, où il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de paysages très vallonnés et de très belles randonnées à faire. Donc on a construit un itinéraire en ce sens, où là, en fait, on va faire... donc c'est un autotour où on va rester une nuit à Thessalonique. Ensuite, on ira en direction de Veria, où là, on s'arrêtera vers Pella et Vergina, donc le lieu de naissance d'Alexandre le Grand, où il y a les tombes royales d'Agaï, là-bas. On va aussi aller passer 2 nuits à Castoria. Donc, Castoria, c'est l'un des villages dont je vous parlais, où là, on restera 2 nuits facilement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est un village qui est très typique, très mignon, très vallonné, et où aussi on peut, avec la voiture, s'éloigner un peu plus, aller à 1 heure de route vers le lac de Prespa, qui est non loin de l'Albanie, et où il y a en fait beaucoup de parcs et puis un lac très joli, très fréquenté en fait par les Grecs qui habitent dans le coin et ils vont pour le week-end ou pour leurs vacances. Donc c'est vraiment une région fréquentée par les Grecs et très peu par les internationaux. On passera ensuite 2 nuits à Metsovo pour en profiter pour visiter la région des Agories. On fera un trekking aussi dans les gorges de Vikos. Voilà. Et on fera en fait la boucle pour rejoindre Kalambaka. On passera 1 nuit pour visiter les météores et 2 nuits vers Katerini ou Litokoro en fonction, où on restera 2 nuits pour aller visiter le Mont Olympe, profiter un petit peu des plages juste à côté, mais surtout profiter du Mont Olympe. Et on reviendra sur Thessalonique. Donc ça va vraiment être une grande boucle au cœur des montagnes, où on en profitera et pour les météores, et pour le Mont Olympe, et pour toutes les lacs et les gorges de la région de Macédoine surtout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un séjour sur 11 jours en autotour. Et on va avoir 3 autres idées d'itinéraires qui sont proposées chez Worldia. Donc, comme je vous le disais, on peut visiter depuis Thessalonique énormément de villes aux alentours en séjournant uniquement sur Thessalonique, la deuxième plus grande ville du pays. On va rester 5 jours et on va avoir 2 activités, une notamment pour aller faire du canyoning vers le mont Olympe. Donc ça, c'est l'avantage aussi, on peut partir quand même assez loin avec des activités prévues à la journée depuis l'hôtel. Et une autre activité où là, on aura un cours de cuisine avec un local aussi et une visite guidée culinaire de la ville. On va avoir aussi un autre itinéraire qui va être les trésors cachés de la Grèce du Nord. Donc là, on va partir 11 jours. Là, ça va vraiment être plus orienté sur la région de Thrace. On va partir de Thessalonique vers Kavala, aller vers Alexandroupoli, Xanthi, pour aller visiter les villages Pomac du Mont Rhodope, s'arrêter sur Drama et revenir sur Thessalonique. C'est vraiment un itinéraire du coup plus à l'est et qui est pour le coup, je pense, la région la plus sauvage, préservée, authentique et différente vraiment de la Grèce que l'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, on va avoir un itinéraire très complet sur les incontournables de la Grèce du Nord, où là, ça va comprendre les 3 régions, la Macédoine, l'Épire, Thrace, mais aussi donc les météores, le mont Olympe, et puis une partie de la chalcédique dont je vais vous parler juste après. Donc un itinéraire très très complet pour le coup. Mais c'est une région, comme je vous le disais, hein, où l'on va voyager surtout avec une voiture. Voilà. Au niveau des hôtels, donc là, je vous ai mis une petite sélection de nos hôtels préférés. Donc dans la région de Zagori, on va avoir l'Amélico Zagori, qui a une vue imprenable sur les montagnes, très très beau, avec un très bon rapport qualité-prix. On est sur un hôtel 3 étoiles. Globalement, on va avoir soit des guest house sur cette région-là, soit des petits hébergements 2 étoiles. Et après, on va avoir des 3 et 4 étoiles aussi en, en complément. Mais comme je le disais, c'est une région qui n'est pas hyper développée. Donc, on a peu d'hébergements aussi à proposer. C'est pour ça que j'ai ouvert plusieurs villes aux alentours pour pouvoir faire séjourner les clients quand même au pied des montagnes. On va avoir aussi le Arcon Chico Mesori à Kalambaka. C'est vraiment
un incontournable avec une très belle vue, un rapport qualité-prix, correct, une très bonne prestation de service sur cet hôtel. Voilà, donc à conseiller. Sur Veria, on a un petit boutique, hôtel, assez mignon, un petit peu art, qui s'appelle le Veritas Boutique Art Hotel. Donc là, c'est vraiment une décoration, très soignée, un très bon petit déjeuner, vraiment un bon rapport qualité-prix, puis un hôtel du coup qui change un petit peu avec une décoration, très soignée comme je le disais. On va avoir à Castoria le Dolce Luxury Hotel, très beau aussi, et à Metsovo, le Aroma Drius, qui est un 3 étoiles, qui peut être assez onéreux pour la région, mais très joli à voir. Les activités, donc comme je vous le disais, vous retrouverez plusieurs choses. Donc la randonnée à travers les Agoris. Donc ça, on en a plusieurs. On va avoir aussi bien du trekking que des randonnées un peu plus accessibles, que des visites de la région. Donc ça, on en a mis plusieurs en fonction des niveaux des clients. Le rafting, bien sûr. Ensuite, sur Thessalonique, donc saveurs et spécialités grecques. Donc ça, c'est une visite guidée culinaire sur la ville. Le canyoning au Mont Olympe, qui est accessible depuis Thessalonique. Et les billets d'entrée au tombe royal d'Aiga à Veria. Donc ça, c'est pareil. C'est intégré aux itinéraires. Donc là, c'est juste une petite sélection de ce qu'on a en production. Alors maintenant, la chalcidique, ou aussi appelée Halkidiki, vous le verrez, donc c'est la partie vraiment plus au sud de la Macédoine. C'est en fait les trois bras, les trois bras de la Grèce, ou ou le trident, ça peut être aussi appelé comme ça, ou les trois péninsules de la Grèce. Donc c'est vraiment ces trois petits bras que l'on voit, c'est les trois péninsules principales de la chalcidique et qui, elles, vont plutôt être balnéaires. On va avoir d'abord Cassandra, la péninsule de Cassandra, qui est la plus fréquentée. On va avoir de très belles plages. C'est vraiment un endroit où on peut profiter des plages, faire du farniente. Enfin voilà, c'est vraiment un endroit où on va pour se reposer, pour profiter de la plage, pour profiter des activités nautiques. Il y a énormément de plongées, de possibilités de kitesurf. Enfin voilà, c'est une région qui est très complète, très sportive, mais aussi avec beaucoup de resorts, très bien pour les familles, avec beaucoup de paysages à faire. C'est vraiment tout petit. En 1 heure, on a fait le tour de la péninsule. Voilà. Ensuite, plus en fait, de toute façon, on va se déplacer sur l'est de la Chalcidique, plus on va avoir des paysages préservés, plus on va avoir des paysages sauvages. Donc, Sitonie, c'est le bras qui se situe au milieu. C'est la deuxième péninsule. Donc là, de la même façon, on va avoir de très belles plages, encore plus belles, à mon avis, que celles de Cassandra, qui sont très fréquentées et qui peuvent du coup un petit peu obstruer le paysage parfois. Sitonie, ça va être un peu plus au calme. Pareil, énormément d'activités nautiques. On va avoir de très beaux villages traditionnels aussi, plus qu'à Cassandra. Donc retenez le Parthenossas, Sikia et Nikiti, qui sont vraiment de très beaux villages avec des belles maisons en pierre, de beaux points de vue. Et puis toujours, on retrouve ces eaux cristallines. Ensuite, on va avoir Ouranoupoli, ou alors la péninsule d'Acté, ça dépend. Et on va surtout retrouver le mont Athos. Alors, Ouranoupoli, c'est une très belle ville qui permet en fait d'aller visiter le mont Athos. Alors, le mont Athos, c'est un petit peu particulier. C'est vraiment l'incontournable de la destination de la Chalcidique et surtout de la péninsule. C'est une région monastique autonome de la Grèce où on a 20 monastères orthodoxes. Les femmes n'y sont pas autorisées. On dit même que les animaux femelles n'y sont pas autorisés. Alors, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais en tout cas, les femmes ne peuvent pas visiter. Et pour les hommes, c'est très compliqué. Il y a une liste d'attente. Il faut s'y prendre des mois à l'avance. Il faut remplir énormément de conditions. Mais c'est vraiment un endroit, un lieu un peu de pèlerinage. Donc, on ne peut pas y avoir accès véritablement, nous, en tant que touristes, pour aller voir. C'est pas quelque chose qui se fait. Par contre, on peut prendre un bateau depuis Ouranoupoli et en fait s'approcher de ce mont-là et voir en fait tous les monastères qui sont à flanc de colline sur cette région-là du mont Athos et on s'en rapproche en bateau simplement. On n'ira pas à proprement visiter le mont Athos. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment une région très intéressante. On peut y rester sur Ouranoupoli si on veut faire son séjour balnéaire et profiter d'une excursion à la journée pour aller juste voir le mont Athos en bateau. Donc ça, on le propose en plateforme.
Et un petit peu au-dessus, on a le village de Stagira, c'est le lieu de naissance d'Aristote. Et là, il est possible de visiter le musée. Alors ça, cette petite ville-là, on peut le faire quand on retourne vers Thessalonique. C'est très sympa, c'est un petit village vraiment très, très, très authentique, un peu différent. Ça peut être bien, ça permet aussi de combiner un peu de culturel à cette escapade un peu balnéaire, en tout cas. Donc, notre coup de cœur, c'est l'essentiel de la Chalcidique. On va faire les 4 villes, donc départ Thessalonique, 2 jours sur Cassandra, 2 jours sur Sidonie et 1 jour à Ouranoupoli avant de revenir sur Thessalonique. C'est vraiment là un itinéraire complètement balnéaire. Mais comme je vous le disais, la Chalcidique a aussi été intégrée à des itinéraires sur la Macédoine, l'Épire et Thrace pour pouvoir avoir aussi cette petite escapade balnéaire à la fin d'un séjour en autotour culturel et au milieu de la nature. Mais voilà, on peut aussi faire juste la chalcidique, ça se prête très bien en famille. Et puis, c'est moins bondé aussi que les Cyclades ou la Crète. Donc ça y est pensé aussi pour l'été. C'est très agréable d'y aller. Et puis, le mont Athos, c'est vraiment l'activité incontournable et vraiment insolite de la région. Une petite sélection d'hôtels. Donc, globalement, on va avoir beaucoup d'hôtels 4 et 5 étoiles sur ces régions-là, de Cassandra et Sitonie notamment. Beaucoup d'hôtels de type un peu resort pour les familles, au bord de plage à chaque fois. Hein. C'est vraiment souvent des hôtels qui sont déjà pieds dans l'eau. Ce sont voilà, des hôtels avec une très bonne qualité de service. Beaucoup offrent des vues imprenables. Je pense notamment au Porto Carras et au Aphitis Boutique Hotel sur Cassandra et le Porto Carras sur Sitonie. C'est vraiment deux très très beaux hôtels avec de très belles vues. Et on va avoir sur Ouranoupoli d'autres hébergements, peut-être un peu moins glamour, si j'ose dire, au niveau des hôtels, mais par contre, peut-être un peu plus authentique. Comme je vous le disais, plus on va vers l'est, plus on a de l'authenticité dans les paysages et les bâtiments. Et puis, c'est le point de départ, comme je disais, pour le Mont Athos. On a de nombreuses activités, donc la fameuse croisière au monastère du Mont Athos. Et ensuite, on va avoir beaucoup de croisières sur Cassandra ou sur Sitonie, des activités nautiques avec de la plongée notamment, et puis du kayak aussi à partir de Sitonie. Donc ça, c'est pareil, une sélection d'activités. Donc, pour faire un petit bilan rapide de la Grèce, donc au total, on a 8 régions de cet archipel, 37 itinéraires au total sur toute la Grèce. Les nouveautés, c'est 125 activités au total, 294 hôtels sur toute la Grèce, énormément d'ouverture, mais aussi de rajout sur des villes que l'on avait déjà, par exemple sur la Cyclade ou la Crète. 7 itinéraires nouveaux, dont je vous ai présenté un petit peu avant, et on va avoir aussi un itinéraire sur les Sporades et sur Chios et Samos, pour lesquels je ne vous ai pas mis forcément d'images. Et les ouvertures, donc toute la Grèce du Nord, l'Épire, la Macédoine, Thrace, la Chalcidique, les îles des Sporades, les îles de Chios et Samos, l'île d'Égine pour pouvoir faire une petite parenthèse balnéaire depuis Athènes, la ville de Volos pour pouvoir visiter les îles des Sporades et puis parcourir un peu plus la Thessalie et le Montpellier notamment. Avant de terminer, petites infos à vous partager, notamment d'abord sur les îles. Pour information, les transferts port-hôtel ne sont pas toujours disponibles. Ça va être vraiment en fonction des îles, surtout sur Santorin, Mykonos, Paros et Naxos, on va les avoir. Après, sur les autres îles, les clients ils pourront trouver facilement soit des navettes, soit des taxis à leur arrivée du navire pour pouvoir continuer leur séjour vers leur hôtel. Alors chez Worldia, on ne fait pas de traversée le même jour qu'un vol, aller ou retour. Ça, c'est une règle que l'on essaie d'appliquer, tout simplement parce que les conditions météorologiques régissent un petit peu l'univers des traversées et que parfois, même en haute saison, même avec un beau temps, la mer peut être agitée et il peut y avoir des annulations. Donc pour éviter tout souci, tout inconvénient, pour vos clients, nous, on vous conseillera toujours d'ajouter une nuit étape avant de partir. Voilà. Attention aussi à la saisonnalité, je pense notamment aux Cyclades. Il y a beaucoup en fait, de services d'hôtels, de restaurants, de boutiques qui vont fermer à partir de fin octobre chaque année, qui vont fermer en fait, pour l'hiver. Et c'est la même chose pour les traversées, donc toujours bien regarder. Et puis si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler les conseillers.
De manière générale, sur la Grèce, comme on le sait, c'est une destination très connue, très prisée. Donc évitez de partir entre mi-juillet et fin août pour éviter la foule. C'est toujours plus agréable en dehors des périodes. Vraiment avril, septembre, octobre, c'est des périodes où ça se prête très bien. Et la Grèce du Nord, c'est une destination qu'on peut aussi visiter facilement à l'automne ou au tout début du printemps sans problème. Les paysages n'en sont certainement que plus beaux avec le changement des arbres et des saisons. Pour les petits budgets, vous pouvez aussi privilégier un déjeuner sur le pouce, comme on dit. Les souvlaki, c'est un petit peu le repas un peu traditionnel que l'on peut retrouver. Donc, ne pas hésiter à prendre des petits repas sur le pouce plutôt que de prendre de la demi-pension ou de la pension complète. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt sur la Grèce, en tout cas sur la Grèce continentale. Pour les codes vestimentaires, faites bien attention, notamment dans les églises et lieux de visite religieux. Je pense aussi pour le coup à la Grèce du Nord, qui est vraiment complètement différente. Donc bien faire attention à tout ça, à vous renseigner juste avant d'aller dans une église ou un monastère. Et quelques boissons typiques à tester, notamment dans la région de Thessalie, le tsipuro ou alors le ouzo qu'on trouve un peu partout, mais le tsipuro qui est vraiment ce qu'on peut déguster notamment à Volos, donc évidemment avec modération, mais voilà pour les petits conseils. On a une question pour les dernières péninsules que tu as présentées. Quel est l'aéroport d'accès? Ah, pardon, l'aéroport d'accès, c'est Thessalonique, toujours. Pour toute la Grèce du Nord, l'aéroport d'accès, c'est Thessalonique. On accède très facilement péninsule de Cassandra. On est tout près, on doit être à 1h45 à peu près de route jusqu'au milieu presque de la péninsule. Donc, ça s'accède très, très facilement. Pour le retour depuis Ouranoupoli, qui est vraiment tout à l'est, je pense qu'on a à peu près 2h30, grand maximum de route. Donc, ça se fait très bien depuis Thessalonique. Et il y a une autre question. Bonjour, pour un voyage de noces entre découverte et plage qui sort des sentiers battus, que recommandez-vous? Alors, pour les voyages de noces, alors évidemment, l'incontournable, ça va être les Cyclades. Si on veut justement se défaire de ça, bah, pourquoi pas la Chalcidique, justement. Parce qu'on a des hôtels qui sont très haut de gamme, qu'on peut avoir des 5 étoiles. On peut avoir du coup un petit peu de découverte, parce que sur la Chalcidique, notamment, on va avoir des lieux culturels à visiter. On va avoir aussi toute une région vers Anei, qui est un petit peu plus au nord entre Ouranoupoli et Thessalonique. On a une région où il y a une grosse production de miel. Il y a aussi beaucoup de vignobles là-bas. Donc, ça peut aussi être une région un peu hors des sentiers battus pour le coup, parce que très beaux hébergements, très belles plages, découvertes. Pour le coup, le Mont Athos, je pense que c'est complètement unique à voir une fois dans sa vie. Enfin, par exemple, pour les personnes croyantes, orthodoxes, elles vont à Jérusalem, et le deuxième lieu, c'est vraiment le mont Athos où elles veulent aller. Donc, juste de le voir, même depuis un bateau, c'est une expérience magique. Et pour le coup, on peut très bien le faire sans problème en Chalcidique. Et après, sinon, on peut aussi partir sur le Dodécanèse sans problème. C'est aussi une très belle région où là, effectivement, les prix vont être élevés, mais où on va être complètement dépaysé et on verra, on sera quasiment seul au monde sur ces régions-là, quoi. Et merci à tous d'avoir écouté cette présentation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'aide pour vos itinéraires, n'hésitez pas à appeler les conseillères qui sont là pour vous aider dans la réalisation de vos dossiers. Et puis, si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser et puis on pourra voir ensemble. Merci beaucoup à tout le monde pour votre temps et votre participation et à très vite chez Worldia. Bonne journée. Bonne journée.